On m'a appris très tôt que le monde fonctionnait comme une mécanique froide, réglée par des lois fixes, prévisibles, sans intention ni conscience. On m'a répété que tout devait avoir une explication rationnelle, mesurable, acceptable, par un cadre logique précis. Pourtant, au fil du temps, quelque chose ne collait pas. Certains événements semblaient trop précis pour être réduits au hasard, trop cohérents pour être de simples accidents. Plus j'observais, plus je percevais que la réalité elle-même semblait répondre, comme si elle cherchait à communiquer à travers des signes discrets mais persistants. Des rencontres arrivaient au moment exact où une réponse était nécessaire. Des symboles revenaient sans cesse, toujours liés aux mêmes périodes de transformation intérieure. Des idées surgissaient avec une clarté soudaine, suivies presque immédiatement par des confirmations extérieures. Longtemps, ces phénomènes ont été mis de côté, classés comme coïncidence, comme projection mentale ou comme effet de l'imagination. Mais, intérieurement, une certitude demeurait. Quelque chose d'autre était à l'œuvre, quelque chose de plus ancien, de plus structuré, de plus intelligent que ce que l'on m'avait enseigné. En étudiant les traditions anciennes, un nom revenait constamment, dissimulé derrière des symboles, des mythes et des textes fragmentés. Thoth, non pas comme une figure folklorique ou un simple dieu parmi d'autres, mais comme un principe, une intelligence fondatrice associée à l'écriture, au langage, au temps, au cycle et à la structure même de la réalité. Dans l'Égypte ancienne, Thoth n'était pas adoré comme une divinité capricieuse. Il était reconnu comme le gardien du savoir, celui qui comprenait les lois invisibles, reliant le monde matériel à l'ordre cosmique. En vain que ce qui frappe immédiatement, c'est que Thoth n'était pas séparé de l'humain. Il n'imposait pas, il révélait. Il n'exigeait pas de croyance aveugle, mais une capacité à observer, à relier, à comprendre. Dans cette vision, la réalité n'est pas chaotique. Elle est écrite, structurée, codée, et chaque événement s'inscrit dans une trame plus vaste, gouvernée par des principes que l'esprit moderne a appris à ignorer. Ce savoir n'a pas disparu par hasard. Il a été progressivement effacé, fragmenté, rendu inaccessible à travers la simplification excessive du monde. Et l'éducation moderne a joué un rôle déterminant dans cette coupure. On nous a appris à penser en ligne droite, à compartimenter, à séparer le visible de l'invisible, le rationnel de l'intuitif. Tout ce qui ne pouvait être prouvé immédiatement a été discrédité. Pourtant, dans les textes attribués à Thoth, la connaissance ne repose jamais sur la croyance, mais sur l'expérience directe. Comprendre signifie observer les correspondances, reconnaître les répétitions et percevoir les cycles. Ce n'est pas une foi, c'est une lecture du réel. Au fil des siècles, ce savoir a survécu sous d'autres noms: hermétisme, alchimie, traditions ésotériques. Mais le cœur est resté identique. L'univers fonctionne selon des lois mentales, vibratoires et symboliques. Ce qui se manifeste dans le monde extérieur trouve toujours son origine dans des structures plus profondes. Ce qu'ignorer, ces lois, ne les annule pas. Cela rend simplement aveugle à leur action. C'est précisément cette cécité qui maintient la plupart des individus enfermés dans une vision limitée de l'existence. L'histoire de Thoth n'est donc pas une légende ancienne sans impact actuel. Elle constitue une clé, une grille de lecture permettant de comprendre pourquoi certains perçoivent des signes là où d'autres ne voient que du bruit. Pourquoi certains semblent guidés par des enchaînements précis, tandis que d'autres errent dans une impression de désordre permanent. Ce que les anciens savaient et que l'on a progressivement oublié, c'est que la réalité répond à la conscience qui sait l'observer. Ce qui a été progressivement perdu n'est pas seulement le nom de Thoth, mais la manière de percevoir le monde qu'il incarnait. Dans les sociétés anciennes, la réalité n'était pas divisée entre le matériel et le symbolique. Chaque phénomène visible était compris comme l'expression d'un ordre invisible. Le mouvement des astres, le cycle des saisons, la répétition des nombres, tout faisait partie d'un langage cohérent.
Thoth était associé à ce langage, non comme un inventeur, mais comme celui qui savait le lire et le transmettre. Comprendre Thoth, c'est comprendre que le monde fonctionne comme un texte vivant, écrit en symboles et en correspondance. Avec le temps, cette lecture a été remplacée par une vision fragmentée. L'humain a cessé d'observer les liens pour ne voir que les objets, les événements ont été isolés de leur contexte, privés de signification profonde. Ce changement n'a pas été soudain, il s'est opéré lentement, à mesure que la pensée s'est enfermée dans des modèles rigides, valorisant uniquement ce qui pouvait être quantifié. Ce qui échappait à cette grille était relégué au rang de superstition. Pourtant, les anciens n'opposaient jamais logique et intuition. Pour eux, l'intuition était une forme supérieure de compréhension. Dans les textes égyptiens, Thoth apparaît comme le médiateur entre les mondes. Il relie le ciel et la terre, l'idée et la forme, le temps et l'éternité. Cette position n'est pas symbolique au sens moderne. Elle décrit une fonction précise. Thoth représente la capacité de traduire l'invisible en visible, de faire descendre une loi universelle dans une expérience concrète. C'est pour cette raison qu'il est associé à l'écriture. Écrire, dans cette tradition, ne consiste pas à noter des mots, mais à fixer une structure, à rendre perceptible un ordre caché. Ce principe se retrouve dans ce que l'on appelle aujourd'hui les synchronicités, des événements sans lien apparent, mais reliés par un sens commun. Ce que la pensée moderne qualifie de hasard était autrefois compris comme une manifestation de l'ordre. En un, rien n'arrive isolément. En chaque chose s'inscrit dans une dynamique plus large. Lorsque plusieurs éléments convergent autour d'une même idée, d'une même période de vie, d'une même question intérieure, ce n'est pas une erreur du système, c'est le système lui-même qui se révèle. Ce que les traditions liées à Thoth enseignaient, c'est que l'humain n'est pas un spectateur passif de cette dynamique, il y participe. La conscience agit comme un point d'accordage. Selon son état, sa clarté, son niveau d'attention, elle perçoit ou non les structures à l'œuvre. Lorsque l'attention est dispersée, saturée, enfermée dans l'urgence et la peur, la réalité paraît chaotique. Lorsque l'attention devient stable, observatrice et réceptive, les motifs commencent à apparaître naturellement. Il est important de comprendre que ce savoir n'a jamais été destiné à une élite arbitraire. Il exige simplement une posture intérieure spécifique, une capacité à ralentir, à relier, à interpréter sans forcer. C'est précisément cette posture qui a été découragée au fil des générations, non par complot évident, mais par un système fondé sur la performance, la productivité et la conformité. Et dans un tel cadre, la lecture symbolique du réel devient inutile, voire dérangeante. Pourtant, ce que Thoth représentait continue d'agir. Les mêmes lois produisent les mêmes effets. La différence réside uniquement dans la capacité à les reconnaître. Lorsqu'un individu commence à observer les répétitions, les échos, les réponses inattendues de la réalité à ses questionnements intérieurs, il entre sans le savoir dans une logique ancienne, une logique où le monde cesse d'être muet, une logique où chaque expérience devient porteuse d'informations. Et comprendre Thoth aujourd'hui ne signifie pas adopter une croyance exotique ou se détacher du réel. Cela signifie réapprendre à lire ce qui a toujours été là. Et les signes n'apparaissent pas parce qu'on y croit, et ils apparaissent parce qu'ils font partie de la structure même de l'existence. Croire ou ne pas croire n'y change rien. Et la seule différence, c'est l'attention portée à ce qui se manifeste. À partir du moment où cette lecture du réel commence à se réactiver, une question devient inévitable. Si la réalité obéit à une structure intelligible, pourquoi la majorité des individus ne l'aperçoit pas? Dans les enseignements associés à Thoth, la réponse est claire. Ce n'est pas le monde qui est confus,
mais l'esprit qui est fragmenté, un esprit saturé d'informations, de stimulation constante et de préoccupations superficielles, perd sa capacité naturelle à discerner les motifs profonds. Il ne voit plus que des événements isolés, privés de continuité et de sens. Dans l'Égypte ancienne, la conscience n'était jamais considérée comme un simple produit du cerveau. Elle était vue comme un principe actif, capable d'interagir avec l'ordre du monde. Penser n'était pas un acte passif. Chaque pensée orientait l'attention, et l'attention façonnait l'expérience. Ce principe, central dans les textes hermétiques, explique pourquoi certaines personnes semblent guidées par des enchaînements précis, tandis que d'autres ont l'impression que tout leur échappe. La différence ne réside pas dans la chance, mais dans la qualité de présence à ce qui se manifeste. Thoth était également associé au temps, non pas comme une ligne rigide allant du passé vers le futur, mais comme un champ de possibilités. Et dans cette vision, le temps n'est pas un flux uniforme. Il se contracte, s'étire, répond à l'état intérieur de celui qui l'expérimente. Certains moments deviennent denses, chargés de sens, tandis que d'autres passent sans laisser de traces. Ces instants particuliers, où tout semble converger, étaient reconnus comme des points de bascule, des moments où une compréhension nouvelle pouvait émerger, à condition de savoir les reconnaître. Ce que l'on appelle aujourd'hui intuition correspond, dans ces traditions, à une forme de perception affinée. Elle ne s'oppose pas à la raison, elle la complète. Elle, l'intuition, capte des informations que l'analyse linéaire ne peut pas traiter seule. Elle relie des éléments dispersés, détecte des cohérences invisibles au premier regard. Dans un monde où l'on valorise exclusivement la vitesse et l'efficacité, cette capacité est souvent négligée. Pourtant, elle demeure active en arrière-plan, prête à se manifester dès que l'espace intérieur le permet. Que les enseignements liés à Thoth insistaient sur un point fondamental. Ignorer ces signaux ne les fait pas disparaître. Et là, cela rend simplement leur action inconsciente. Et là, lorsque les correspondances ne sont pas reconnues, elles continuent d'opérer, mais sans orientation claire. La vie semble alors guidée par des forces incomprises, donnant l'impression d'un destin arbitraire. À l'inverse, lorsque les signes sont observés avec discernement, ils deviennent des repères, non pour contrôler la réalité, mais pour s'y accorder plus finement. Il ne s'agit pas d'attribuer une signification artificielle à chaque détail. Les anciens mettaient en garde contre cette dérive. Tout n'est pas un message, tout n'est pas un symbole. La clé réside dans la répétition et la cohérence. Lorsqu'un même thème revient sous différentes formes, à des moments charnières, il indique une dynamique en cours. C'est cette capacité de discernement qui distingue la lecture authentique du réel de la simple projection mentale. À mesure que cette perception se développe, une transformation subtile s'opère. La relation à l'existence change. Les événements ne sont plus subis de la même manière. Ils deviennent des points de dialogue entre l'individu et l'ordre plus vaste dans lequel il s'inscrit. Cette interaction n'est ni mystique au sens fantasque, ni purement intellectuelle. Elle est expérientielle. Elle se vérifie dans la manière dont les choix, les rencontres et les opportunités s'organisent avec une précision croissante. Ce que Thoth incarnait avant tout, c'était cette intelligence de la relation, comprendre comment l'intérieur et l'extérieur se répondent, comment la conscience influence le champ des possibles et comment la réalité renvoie constamment des informations à celui qui s'est observé. Cette compréhension n'était pas réservée aux prêtres ou aux initiés par privilège. Elle était accessible à tous ceux qui acceptaient de réapprendre à voir, à écouter et à relier. L'un des aspects les plus mal compris des enseignements liés à Thoth concerne la notion d'ordre invisible. Pour l'esprit moderne, l'ordre doit être visible, mesurable, imposé de l'extérieur. Dans les traditions anciennes, l'ordre véritable est discret. Il ne force rien. Il s'exprime par des alignements, des correspondances et des réponses subtiles à l'état intérieur.
C'est précisément pour cette raison qu'il échappe à ceux qui cherchent des preuves brutes. Thoth ne représentait pas une autorité qui commande, mais une intelligence qui structure silencieusement. Dans cette vision, la réalité fonctionne comme un champ réactif. Elle ne se contente pas de dérouler des événements indépendants. Elle répond à la qualité de l'attention, à la clarté de l'intention et à la cohérence intérieure. Ce principe peut sembler abstrait, mais il se manifeste de manière très concrète. Lorsque l'esprit est confus, divisé, tiraillé entre des désirs contradictoires, l'expérience devient fragmentée et les opportunités apparaissent, puis disparaissent sans logique apparente. Lorsque l'esprit se stabilise, lorsque l'intention devient claire, les mêmes lois produisent des enchaînements étonnamment fluides. Les anciens n'expliquaient pas ce phénomène en termes de chance ou de mérite. Ils parlaient d'accordage, comme un instrument qui doit être ajusté pour produire une note juste. La conscience doit être accordée à l'ordre qu'elle cherche à percevoir. Thoth incarnait cet accordage parfait entre la pensée, la parole et l'action. C'est pour cette raison qu'il est souvent associé au verbe. La parole, dans cette tradition, n'est pas un simple outil de communication. Elle est une force organisatrice. Et ce qui est formulé avec justesse tend à se manifester avec cohérence. Ce principe a traversé les siècles sous différentes formes. On le retrouve dans l'hermétisme, dans certaines écoles philosophiques grecques, dans des traditions orientales et même dans des approches modernes de la psychologie. Pourtant, il a été progressivement vidé de sa portée réelle. 1. Réduit à des concepts abstraits ou à des croyances marginales, il a perdu sa dimension opérative. Ce que Thoth enseignait n'était pas une théorie du monde, mais une manière de s'y situer. Un élément central de cette approche réside dans la relation entre l'observateur et ce qui est observé. Dans la pensée moderne, le monde existe indépendamment de celui qui le regarde. Dans la perspective ancienne, cette séparation est artificielle. L'observateur fait partie du phénomène. Son état intérieur influence ce qu'il perçoit et la manière dont les événements se déploient. Interia. Cela ne signifie pas que l'on crée la réalité à partir de rien, mais que l'on interagit avec un champ déjà structuré. Lorsque cette interaction est inconsciente, elle donne l'impression que la vie impose ses règles sans logique. Lorsque cette interaction devient consciente, un dialogue s'installe. Les événements prennent une valeur d'indication, non comme des ordres, mais comme des orientations possibles. 1. C'est ici que la notion de signe prend tout son sens. Un signe n'est pas une contrainte. Il est une information. Il indique une direction, jamais une obligation. Thoth était également associé à la mémoire, non pas comme accumulation de souvenirs, mais comme mémoire cosmique. Une trame où chaque expérience laisse une empreinte. Dans cette perspective, rien n'est perdu. Chaque intention, chaque choix, chaque orientation intérieure modifie subtilement le champ dans lequel les événements futurs émergent. Cette continuité explique pourquoi certaines situations semblent se répéter jusqu'à ce qu'une compréhension nouvelle soit intégrée. Ce que beaucoup perçoivent comme des cycles répétitifs ou des blocages inexpliqués prend alors un sens différent. Il ne s'agit pas de punition ni d'échec, mais de dynamique non résolue. Thoth n'enseignait pas comment éviter ces cycles, mais comment les lire et comprendre. Ce qui se répète permet de transformer la relation à ce qui se présente. À partir de là, le mouvement change naturellement. À ce stade, une évidence s'impose. Si la réalité répond à la conscience, alors ignorer cette relation revient à naviguer sans repère. Reconnaître l'existence de cet ordre invisible ne signifie pas renoncer à la raison. Cela signifie élargir le champ de perception. C'est précisément cette extension de la conscience qui ouvre la porte à une compréhension plus profonde des mécanismes à l'œuvre
et prépare le terrain pour une interaction plus consciente avec ce qui advient. À mesure que cette compréhension s'approfondit, une autre question apparaît naturellement. Pourquoi certaines personnes semblent entrer spontanément en résonance avec cet ordre invisible, tandis que d'autres restent enfermées dans une perception fragmentée de l'existence? Dans les enseignements attribués à Thoth, la réponse n'est jamais morale. Il ne s'agit ni de mérite, ni de supériorité, et la différence réside dans l'état de conscience. Plus précisément, dans la capacité à maintenir une attention stable et ouverte face à ce qui se manifeste. La plupart des individus vivent dans un état de distraction permanente. L'esprit saute d'une pensée à l'autre, d'un objectif à un autre, sans jamais se poser véritablement. Dans cet état, la réalité est perçue comme une succession d'événements sans lien. Même lorsque des alignements se produisent, ils passent inaperçus ou sont immédiatement rationalisés. L'ancien enseignement ne condamnait pas cette posture. Il constatait simplement qu'un esprit dispersé ne peut pas lire un texte complexe. Il ne voit que des fragments isolés, jamais la structure d'ensemble. Dans la tradition liée à Thoth, l'attention était considérée comme une force créatrice. Là où l'attention se pose, l'énergie suit. Ce principe explique pourquoi certaines périodes de la vie semblent marquées par une intensité particulière. Lorsque l'attention devient plus consciente, moins automatique, la perception s'affine. Des connexions auparavant invisibles commencent à émerger, non parce qu'elles n'existaient pas avant, mais parce que l'esprit est désormais capable de les reconnaître. Ce mécanisme n'a rien de mystérieux au sens sensationnel. Il repose sur une interaction constante entre la conscience et le champ des possibles. Chaque individu évolue dans une réalité façonnée par ses habitudes mentales, ses croyances profondes et son rapport au sens. Lorsque ces éléments restent inconscients, ils orientent l'expérience sans que l'on en comprenne les raisons. Lorsque ces éléments deviennent observables, une marge de liberté apparaît. C'est dans cet espace que les enseignements de Thoth prennent toute leur portée. Un autre aspect fondamental concerne la notion de cohérence intérieure. Dans les textes anciens, la pensée, l'émotion et l'action étaient vues comme trois expressions d'un même mouvement. Lorsque ces dimensions sont désalignées, la réalité reflète cette incohérence par des situations confuses, instables ou répétitives. À l'inverse, lorsque l'intention intérieure devient claire et que les actions suivent cette clarté, les événements tendent à s'organiser avec une fluidité surprenante. Ce phénomène n'est pas interprété comme une récompense, mais comme une conséquence naturelle de l'alignement. Thoth symbolisait cette cohérence parfaite, non comme un idéal inaccessible, mais comme une capacité humaine à développer. Il n'enseignait pas comment imposer sa volonté au monde, mais comment ajuster son état intérieur pour entrer en accord avec l'ordre existant. Cette nuance est essentielle. Il ne s'agit pas de contrôler la réalité, mais de collaborer avec elle. Cette collaboration repose sur l'écoute, l'observation et la capacité à répondre de manière juste à ce qui se présente. Dans cette perspective, les signes et les correspondances ne sont jamais des directives rigides. Ils fonctionnent comme des indicateurs. Ils signalent des zones de tension, des opportunités de transformation ou des moments propices à un changement de direction. Ignorer ces indications ne provoque pas de sanctions immédiates, mais maintient l'individu dans des schémas déjà connus. Qu'on les reconnaître ouvre la possibilité d'un mouvement différent. C'est souvent dans les périodes de transition que cette dynamique devient la plus visible. Lorsque les repères habituels se dissolvent, l'attention se tourne naturellement vers des formes de compréhension plus profondes. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses personnes rapportent une augmentation des synchronicités lors de phases de remise en question ou de réorientation de vie. Ces moments fragilisent les structures anciennes et rendent l'esprit plus réceptif aux informations subtiles. À ce stade du cheminement, une responsabilité nouvelle apparaît. Percevoir les signes sans agir revient à interrompre le dialogue.
Dans les traditions anciennes, l'observation devait toujours être suivie d'une réponse, même minime. C'est cette réponse qui maintient la circulation entre la conscience et l'ordre invisible. Sans action, la perception s'émousse. Avec une action ajustée, la relation se renforce et s'affine progressivement. Lorsque cette relation entre conscience et réalité devient plus claire, un changement subtil mais décisif s'opère dans la manière de vivre les événements. Ce qui était auparavant perçu comme imprévisible commence à révéler une logique interne, non pas une logique rigide, mais une cohérence souple, adaptative. Dans les enseignements associés à Thoth, cette phase correspond à un passage fondamental. L'individu cesse de réagir automatiquement et commence à participer consciemment au mouvement de sa propre existence. À ce niveau, la notion de synchronicité prend une dimension plus précise. Il ne s'agit plus seulement de constater des coïncidences frappantes, mais de comprendre leur fonction. Une synchronicité n'est jamais un simple spectacle destiné à étonner. Elle agit comme un point de jonction entre un état intérieur et une configuration extérieure. Elle indique qu'un processus est en cours, qu'un alignement se produit ou, au contraire, qu'un ajustement est nécessaire. Dans cette perspective, ignorer une synchronicité revient à ignorer une information pertinente sur sa propre trajectoire, que les textes anciens insistaient sur un point souvent mal compris. Chercher des signes de manière obsessionnelle brouille la perception au lieu de l'affiner. Thoth ne prônait pas l'attente passive de messages cachés partout, mais une vigilance calme, stable, ancrée dans le présent. Les signes apparaissent lorsque l'attention est disponible, non lorsqu'elle est tendue. Cette nuance est essentielle car elle distingue la lecture authentique du réel d'une interprétation forcée. Un élément central de cette compréhension concerne le rôle de l'intention. Dans les traditions liées à Thoth, l'intention n'est pas un simple désir formulé mentalement. Elle est une orientation globale de l'être. Une intention claire unifie la pensée, l'émotion et l'action dans une même direction. En somme, lorsque cette cohérence est présente, la réalité tend à répondre de manière plus lisible. Les événements semblent s'organiser autour de cette orientation, non par magie, mais par résonance. Ce principe explique pourquoi certaines personnes semblent traverser des périodes où tout s'enchaîne avec une facilité déconcertante. Les rencontres utiles surviennent naturellement, les décisions importantes s'imposent avec évidence, et les obstacles mêmes jouent un rôle structurant en indiquant ce qui doit être ajusté dans cette dynamique. Rien n'est superflu. Chaque expérience participe à un processus de clarification progressive. Thoth était également associé à la notion de mesure. Mesurer ne signifiait pas quantifier, mais équilibrer. Dans la pensée ancienne, l'excès comme le manque créait une distorsion dans la perception, et un esprit trop attaché au contrôle perd la fluidité nécessaire pour lire les signaux subtils. Un esprit trop passif perd la capacité d'agir lorsque l'occasion se présente. L'art consistait à maintenir une tension juste entre observation et engagement. Un mess. C'est dans cet équilibre que la compréhension se stabilise. À mesure que cet équilibre s'installe, une transformation intérieure devient perceptible. La relation au doute change. 1. Le doute n'est plus vécu comme un obstacle, mais comme un indicateur. Il signale une incohérence à explorer plutôt qu'une menace à fuir. De la même manière, l'incertitude cesse d'être paralysante. Elle devient un espace d'ouverture, un champ où de nouvelles configurations peuvent émerger. Cette attitude était centrale dans les enseignements de Thoth, car elle permettait de rester mobile sans perdre sa direction. Il est important de souligner que cette approche ne promet jamais une vie sans difficulté. Les traditions anciennes ne nourrissaient aucune illusion à ce sujet. Ce qu'elles proposaient, c'était une manière différente de traverser les difficultés lorsque les événements sont perçus comme porteurs d'informations,
Même les périodes de tension deviennent intelligibles. Elles cessent d'être absurdes. Elles s'inscrivent dans un processus plus large de transformation. C'est précisément à ce stade que beaucoup s'arrêtent. Percevoir les signes, comprendre les mécanismes, mais hésiter à intégrer cette compréhension dans la vie quotidienne. Or, dans la perspective de Thoth, le savoir qui n'est pas incarné perd rapidement sa force. Comprendre, sans ajuster ses choix, revient à accumuler des concepts sans impact réel. La connaissance véritable se reconnaît à ses effets. Elle modifie la posture intérieure et, par conséquent, la manière dont la réalité se déploie. À ce stade, une distinction essentielle doit être faite, car elle conditionne toute la suite du processus. Percevoir l'ordre invisible ne signifie pas se détacher du monde concret. Au contraire, plus cette perception s'affine, plus l'ancrage dans le réel devient nécessaire. Dans les enseignements liés à Thoth, la connaissance n'avait de valeur que si elle se traduisait par une manière plus lucide d'agir, de parler et de choisir. Toute compréhension qui restait abstraite était considérée comme incomplète. C'est ici que beaucoup se trompent. Certains confondent lecture symbolique et fuite du réel. Ils cherchent des significations partout, sans jamais ajuster leur comportement. Or, dans la tradition ancienne, un signe n'est jamais séparé d'une réponse concrète. Il appelle une action, parfois minime, parfois décisive, ignorée. Cette dimension transforme la lecture du monde en simple distraction mentale. Reconnaître un alignement sans y répondre affaiblit progressivement la sensibilité aux signaux futurs. Thoth représentait cette exigence d'intégration. Il n'enseignait pas seulement comment comprendre, mais comment traduire la compréhension en mouvement juste. Et ce mouvement ne suit pas des règles universelles figées. Il dépend du contexte, du moment et de l'état intérieur. Ce qui importe n'est pas l'ampleur de l'action, mais sa justesse. Une décision prise au bon moment, même discrète, peut modifier profondément une trajectoire. À l'inverse, une action précipitée, même spectaculaire, peut renforcer la confusion. Dans cette perspective, la notion de choix prend une profondeur nouvelle. Choisir ne consiste plus à comparer des options sur des critères uniquement rationnels. Choisir devient un acte de cohérence. Il s'agit d'aligner ce qui est perçu intérieurement avec ce qui est posé extérieurement. Lorsque cet alignement est respecté, la réalité tend à répondre avec une clarté accrue. Les conséquences deviennent plus lisibles, les retours plus rapides, les ajustements plus évidents, et les traditions liées à Thoth soulignaient également l'importance de la patience active. Attendre ne signifiait jamais rester immobile. 3. Cela impliquait de maintenir une attention vigilante, prête à reconnaître le moment opportun. Forcer une situation avant que les conditions ne soient réunies était perçu comme une forme d'aveuglement. De la même manière, refuser d'agir lorsque tous les éléments convergent était vu comme une perte de synchronisation. L'art résidait dans la capacité à sentir le moment juste, et cette relation au temps est l'un des héritages les plus profonds de l'enseignement de Thoth. Et le temps n'est pas un ennemi à combattre, ni une ressource à exploiter. Il est un partenaire. Certaines phases appellent l'action, d'autres l'observation. Savoir distinguer ces phases évite de nombreuses tensions inutiles. Cela permet également de comprendre pourquoi certaines démarches semblent bloquées malgré les efforts, tandis que d'autres avancent presque sans résistance. Un autre point central concerne la responsabilité personnelle. Reconnaître que la réalité répond à la conscience implique d'accepter que ses propres états intérieurs influencent l'expérience vécue. Cette idée peut être dérangeante, car elle enlève toute possibilité de se réfugier durablement dans la plainte ou l'accusation extérieure. Dans les enseignements anciens, cette responsabilité n'était pas présentée comme un fardeau, mais comme une source de liberté. Ce qui dépend de l'état intérieur peut être transformé. Cela ne signifie pas que tout est maîtrisable. Il existe toujours des facteurs qui dépassent l'individu,
Mais même face à ces éléments, la manière de répondre reste déterminante. Thoth enseignait que la véritable puissance ne réside pas dans le contrôle des circonstances, mais dans la qualité de la réponse à ce qui se présente. Cette qualité influence directement la suite des événements, souvent de manière plus profonde qu'on ne l'imagine. À ce niveau de compréhension, une évidence s'impose. La lecture de l'ordre invisible n'est pas une finalité. Elle est un outil, un moyen d'entrer en relation plus consciente avec le mouvement de la vie. Elle demande rigueur, discernement et engagement. Sans ces éléments, elle se dissout rapidement dans des interprétations floues. Avec eux, elle devient une boussole intérieure capable d'orienter les choix avec une précision croissante. Arrivé à ce point, il devient difficile de revenir à une vision purement mécanique de l'existence. Une fois que l'on a perçu l'existence d'un ordre sous-jacent, même de manière fugace, quelque chose change irréversiblement. La réalité ne peut plus être réduite à une suite d'événements isolés. Elle apparaît comme un tissu vivant, structuré, sensible à l'état intérieur de celui qui l'expérimente. C'est précisément cette prise de conscience que les enseignements associés à Thoth visaient à éveiller, non comme une croyance nouvelle, mais comme une capacité ancienne à réactiver. Ce qui distingue profondément cette approche de nombreuses interprétations modernes, c'est l'absence de promesses spectaculaires. Il n'est jamais question de domination, de pouvoir illimité ou de contrôle absolu. Thoth ne proposait pas une échappatoire au réel, mais une manière plus lucide d'y prendre part, à comprendre l'ordre invisible. Ne supprime ni l'effort ni l'incertitude. Cela transforme simplement la manière de les traverser. 1. La confusion devient un signal, l'obstacle une information, l'attente une phase nécessaire plutôt qu'un échec. Dans cette perspective, la vie cesse d'être subie. Entre eux, elle devient un dialogue permanent entre ce qui se manifeste et la manière d'y répondre. Chaque expérience, agréable ou inconfortable, porte une indication sur l'état d'alignement intérieur. Lorsque les situations se répètent, ce n'est pas un hasard. Lorsque certaines portes semblent se fermer malgré l'insistance, ce n'est pas une punition. Ces mouvements traduisent une dynamique qui cherche à être comprise plutôt qu'affrontée. Thoth incarnait cette intelligence de l'ajustement. Il ne séparait jamais le savoir de la transformation intérieure. Comprendre sans intégrer était considéré comme inutile. Intégrer signifiait laisser la compréhension modifier progressivement les choix, les priorités et la manière d'être au monde. Cette intégration ne se faisait pas par des gestes héroïques, mais par des ajustements subtils, répétés, cohérents. C'est ainsi que l'ordre invisible cessait d'être théorique pour devenir perceptible dans l'expérience quotidienne. Un point essentiel mérite d'être souligné. Cette lecture du réel ne rend pas la vie plus simple au sens superficiel, elle la rend plus claire. La clarté n'élimine pas les défis, mais elle réduit la confusion. Elle permet de distinguer ce qui dépend d'un ajustement intérieur de ce qui relève simplement du mouvement naturel des choses. Cette distinction apporte une stabilité profonde, même dans les périodes d'incertitude. Au terme de ce cheminement, une responsabilité demeure, et zen, ignorer ce qui a été perçu, conduit progressivement à une perte de sensibilité. L'attention se referme, les signaux deviennent plus flous, la réalité semble à nouveau opaque. À l'inverse, reconnaître, ajuster et agir, même de manière modeste, entretient la relation. C'est cette continuité qui permet à la lecture du réel de rester vivante, dynamique, évolutive. L'histoire complète de Thoth ne se résume donc pas à une figure ancienne, ni à un mythe figé dans le passé. Elle désigne une fonction toujours active, une intelligence qui s'exprime à travers les structures mêmes de l'existence. Ce que les anciens savaient et que le monde moderne redécouvre lentement, c'est que la réalité n'est ni aveugle ni indifférente. Elle répond non aux demandes confuses, mais à la cohérence, à l'attention et à la présence.
Comprendre cela ne transforme pas immédiatement le monde extérieur. Cela transforme d'abord la posture intérieure, et cette transformation, progressive mais profonde, modifie inévitablement la manière dont les événements se déploient. C'est dans cet espace, entre observation et action, entre compréhension et engagement, que l'enseignement de Thoth trouve encore aujourd'hui toute sa pertinence, non comme une vérité imposée, mais comme une invitation silencieuse à voir autrement.